Il y a actuellement 2 tiers de Juifs et 1 tiers d'Arabes entre la mer, la Méditerranée et le Jourdain, si on exclut la bande de Gaza. Si ce chiffre arrivait à 80% de Juifs et 20% d'Arabes, ce qui est tout à fait probable, il est évident que les autorités israéliennes annexeraient immédiatement le territoire. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Stéphane Amar, journaliste, bien sûr, que vous connaissez bien, qui a l'habitude de passer sur notre antenne et qui a l'art de la formule, puisqu'il vient d'écrire un article publié sur Causeur qui s'intitule « L'avenir de la Cisjordanie se joue à Sarcelles et à Brooklyn ». Donc, on va bien sûr détailler ce titre et parler de ce fameux projet d'annexion d'un tiers de la Cisjordanie qui devait arriver le 1er juillet, mais pour X raisons dont on va parler, eh bien, ça ne s'est pas encore fait. Bonjour Stéphane Amar, bienvenue. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Et moi aussi. Voilà, je vais commencer en vous souhaitant un très joyeux anniversaire d'ailleurs. Bon, merci beaucoup. Avant de commencer. Alors, justement, un article avec un titre choc. On a, pour ceux en tout cas qui ne suivent pas toujours, on va dire, l'actualité, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi, d'après vous, l'avenir de la Cisjordanie ou de la Judée-Samarie se joue à Sarcelles et à Brooklyn ? Parce qu'on a tendance à aborder le problème de l'annexion et toutes les questions qui tournent autour de la Cisjordanie, des implantations, etc., à travers un prisme politique, idéologique, alors qu'en vérité, ce n'est pas de ça dont il s'agit. C'est bien sûr une des dimensions du problème, mais la dimension principale, c'est la dimension démographique. Si Israël s'étend en Cisjordanie ou en Judée-Samarie, c'est selon, ce n'est pas pour des raisons idéologiques. Les implantations idéologiques en tant que telles, par exemple comme Bethel, Ofra ou la vieille ville d'Hébron, sont de petites implantations. Les vraies grandes implantations de Cisjordanie, c'est Beth Arillit, qui est une implantation ultra-orthodoxe, c'est Ariel, qui est traditionnaliste laïque, Malé Adoumim, également traditionnaliste. Bref, si vous voulez, si les gens viennent habiter dans ces territoires, ce n'est pas pour des raisons idéologiques, c'est avant tout pour des raisons de coût de la vie ou de cadre de vie. Et il y a un véritable besoin en Israël de terres constructibles, d'espaces où habiter. La zone côtière autour de la région de Tel Aviv est complètement saturée par les constructions. Ça se ressent évidemment dans les prix de l'immobilier, dans la pollution, dans l'encombrement du réseau routier. Et le seul espace où peut s'étendre Israël, c'est la Cisjordanie, notamment donc tout près de Tel Aviv, c'est-à-dire globalement autour d'Ariel, Alphé Ménaché, enfin tout ce qui borde la ligne verte, et également autour de Jérusalem, donc ces grandes implantations du Tour de Jérusalem, Malé Adoumim, Pisgat Zev, et aussi maintenant le Gush Etzion au sud de Jérusalem, qui se développe extrêmement rapidement. C'est véritablement le vrai moteur de l'implantation, c'est l'expansion démographique. Or, comme je l'explique dans l'article, il y a évidemment une croissance naturelle de la population israélienne. Les Israéliens de tous secteurs d'ailleurs, pas seulement les religieux, également les laïcs, font de plus en plus d'enfants. Le taux de fécondité des femmes israéliennes a considérablement augmenté ces dernières années. Il a dépassé celui des femmes palestiniennes. Et donc, évidemment, cela fait beaucoup de gens à loger, de jeunes couples qui vont arriver sur le marché de l'immobilier et qui vont devoir se loger à des prix raisonnables dans un cadre de vie convenable. Et cela, maintenant, ce n'est possible quasiment qu'en Cisjordanie. Maintenant, il y a un deuxième facteur qui pourrait augmenter cette démographie, comme j'explique dans l'article, donc j'en viens au titre, c'est l'ALIA, l'immigration juive en Israël. Les autorités israéliennes scrutent de très près ce qui se passe dans les communautés françaises et américaines, notamment la montée de l'antisémitisme, de l'insécurité dans ces communautés, parce que si une partie conséquente de ces juifs devait arriver en Israël, eh bien cela changerait radicalement l'équilibre démographique au profit bien sûr des juifs, et ces populations devront être logées en grande partie en Cisjordanie, exactement ce qui s'est passé dans les années 90 avec les Russes, et donc cela précipiterait l'annexion de la Cisjordanie.
Alors justement, vous parlez de l'annexion de la Cisjordanie qui n'a pas eu lieu, évidemment, au grand regret de certains et à la grande joie d'autres. C'est toujours la même histoire. Ça semblait, en tout cas, cette décision de Benyamin Netanyahou, cette initiative semblait l'arranger pour des considérations électorales. Alors, est-ce que le projet est définitivement, on va dire, mis sous le tapis, d'après vous? Est-ce que, parce que Trump non plus n'est pas très enclin à ce que ça se matérialise, ou est-ce que vous pensez que ça va revenir sur le devant de la scène si seulement il y a plus d'alias, ou est-ce que ça va revenir sur le devant de la scène malgré tout? Non seulement, si vous voulez, ça va revenir sur le devant de la scène, mais on ne parlera pas d'une annexion partielle de la Cisjordanie, mais d'une annexion totale. Pourquoi? Parce qu'une élection partielle n'a guère de sens. Ça perpétuerait, si vous voulez, l'anormalité actuelle, c'est-à-dire cette occupation militaire du territoire, le fait qu'il y a deux types, d'une certaine manière, de citoyens, deux types de populations sur un même territoire, les Juifs d'un côté, les Palestiniens de l'autre. Ce n'est pas tenable à long terme, surtout pour un État démocratique comme Israël. Il faudra tôt ou tard trouver une solution pour ces Arabes de Cisjordanie. Mais si l'équilibre démographique penche très nettement en faveur des Juifs, il n'y a plus de problème à intégrer la population palestinienne. C'est exactement ce qui s'est passé en 1948 en Israël, où 90% de la population était juive, 10% étaient arabes. David Ben Gurion a donné la nationalité aux Arabes israéliens, et jusqu'à présent, ils votent, ils participent à la vie de la nation. Plus ou moins loyalement, ça va bien sûr pas sans problème, mais il n'y a pas du tout de problème majeur à cette coexistence entre juifs et arabes en Israël. Et bien, ce sera la même chose en Cisjordanie. Il y aura également une coexistence et une égalité, ce qui est très important de mon point de vue, entre les juifs et les palestiniens dans ce territoire. Mais pour ça, bien sûr, il faut que les juifs aient une majorité, sinon le caractère juif de l'État d'Israël pourrait être compromis. Or, comme je vous le disais tout à l'heure, non seulement la natalité, la très forte natalité juive permet d'envisager que la majorité juive soit conservée, mais en plus, s'il y a effectivement cet afflux de juifs de l'extérieur, de la diaspora, eh bien cela confortera cette majorité juive, ça deviendrait une majorité écrasante, et donc l'annexion s'en trouvera facilité. Pour aller rapidement, sans rentrer trop dans les chiffres, il y a actuellement 2 tiers de juifs et 1 tiers d'arabes entre la mer, la Méditerranée et le Jourdain, si on exclut la bande de Gaza. Si ce chiffre arrivait à 80% de juifs et 20% d'arabes, ce qui est tout à fait probable, il est évident que les autorités israéliennes annexeraient immédiatement le territoire. Alors pourtant, lorsqu'on vous entend en parler, on comprend que vous êtes pour, vous l'avez écrit d'ailleurs dans votre livre dont on a beaucoup parlé sur l'antenne, vous êtes pour un État, on va dire un État unique, ce que vous appelez un État unique. Alors c'est une solution qui ne plaît pas à tout le monde parce que pour de nombreux Israéliens, eh bien vivre mélangé entre guillemets avec des Arabes, c'est forcément voir la perte de l'identité, on va dire nationale, de l'identité de l'État juif, et ce n'est pas une solution viable. Or, pour vous, c'est la seule qui se profile. D'abord, il y a un constat, si vous voulez, c'est que le partage n'a jamais fonctionné. D'abord, le territoire est beaucoup trop petit pour être morcelé, et ensuite, les lieux auxquels les populations sont attachées sont entremêlés. Par exemple, pour les Palestiniens, les lieux fondateurs de leur identité se situent dans la plaine israélienne, dans ce qu'on appelle la Shfela, c'est-à-dire Tel Aviv, la région de Haïfa, également la Galilée. Et pour les Juifs, c'est l'inverse. Les lieux fondateurs de l'identité juive se trouvent tous en Cisjordanie. C'est bien sûr Jérusalem-Est, en l'occurrence, donc la vieille ville. C'est Bethel, c'est Hébron, c'est Shrem, Naplouse. Donc, il est évident que tout partage est voué à l'échec pour cette raison, précisément, qu'on ne peut pas déconnecter les peuples de leur identité, des lieux fondateurs de leur identité. Deuxièmement, quand vous dites que les gens ne veulent pas vivre les uns avec les autres, c'est faux. On le constate dans l'Israël de 1948 et on le voit bien notamment en ce moment pendant cette crise du corona. Dans les hôpitaux, ce sont souvent des médecins arabes qui soignent des malades juifs ou vice-versa.
dans l'université, c'est la même chose. Vous avez tout à fait raison, mais vous avez raison, Stéphane, mais c'est pas, quand je dis ils ne veulent pas, c'est-à-dire que c'est un état de fait. Évidemment que les Arabes, les Palestiniens sont soignés dans les hôpitaux, mais ce n'est pas forcément, on va dire, un souhait de la population juive. On sent que les populations vivent les uns à côté des autres, pas forcément les uns avec les autres. Non, il y a un modèle de coexistence israélien qui n'est pas le modèle français, qui n'est pas un modèle d'assimilation, mais qui est un modèle d'intégration. Les gens, effectivement, ne se marient pas entre eux, entretiennent des relations, on va dire, qui restent globalement dans le domaine du travail ou de la santé, en l'occurrence. Mais effectivement, il n'y a pas une véritable vie en commun, mais ça, c'est tout le Proche-Orient qui est fait ainsi. Ce n'est pas du tout un problème, si vous voulez. On peut très bien vivre les uns à côté des autres et vivre très bien, s'enrichir d'ailleurs mutuellement, que ce soit sur le plan financier ou bien sur le plan culturel. En tout cas, c'est le constat que je fais. Depuis 72 ans maintenant dans l'État d'Israël, tout ça se passe très très bien. Encore une fois, la situation n'est pas idéale, mais je ne dirais pas loin. Quand on se promène à Yafo, quand on se promène à Haïfa ou même à Jérusalem, on voit des gens qui au quotidien échangent, discutent, travaillent ensemble, prospèrent ensemble. Et cette réalité me paraît tout à fait encourageante. Et c'est une forme, si vous voulez, de laboratoire de ce que pourrait être demain la Cisjordanie. Même si vous vous rendez actuellement dans certaines zones de Cisjordanie, comme par exemple au Gush Etzion dont on a parlé, dans le Gush Etzion, les populations cohabitent très bien. Je connais même des Juifs et des Arabes qui s'invitent au mariage, qui s'invitent à des événements familiaux, qui entretiennent d'excellents rapports. En tout cas, ils se croisent tous les jours au supermarché et sans du tout s'étriper, bien au contraire. Donc voilà, moi je vois, si vous voulez, cette coexistence d'un œil plutôt optimiste. Et en tout cas, je ne vois pas d'autre solution que cette intégration. Maintenant, effectivement, il y a cette peur, je pense, c'est ça dont vous parlez, il y a cette peur de la submersion démographique. Il y a cette peur que les Juifs deviennent minoritaires dans leur propre État, ce qui peut très bien se comprendre, puisqu'il y a un seul État juif dans le monde, c'est Israël. Il n'y aurait nulle part où aller s'il n'y avait plus Israël. Mais cette peur qui a été agitée à l'envi par la gauche israélienne et par les partisans de la solution à deux États est une peur, on le voit bien maintenant, infondée, puisque les données démographiques sont implacables. La dynamique démographique joue en faveur des Juifs. Pour vous donner encore juste un chiffre, il y avait 5% à peine de Juifs entre la mer et le Jourdain en 1917. 100 ans plus tard, il y a environ 70% de Juifs sur ce territoire. Donc on voit très bien de quel côté va la démographie. Donc vous pensez que l'application d'une souveraineté pleine et entière d'Israël sur cette région, eh bien la clé c'est l'immigration, comme ça a été le cas par exemple dans dans la région d'Ariel où les Russes sont arrivés en masse. Vous pensez que si les Juifs de Brooklyn, de Sarcelles, les Juifs de France forcément décident de faire leur alia, ce ne sera qu'un pas vers une annexion ou vers l'application. Ça accélérera en tout cas le processus, ça c'est certain. Maintenant, je ne parlerai pas de décision, comme je l'explique dans l'article. Je n'ai jamais vraiment calculé, mais je pense que 90-95% de l'alia en Israël n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est-à-dire que la plupart des Juifs qui ont peuplé Israël l'ont fait parce qu'ils ont fui l'antisémitisme. Ça a été le cas dans les années 20 en Pologne, dans les années 30 en Allemagne, ensuite bien sûr avec les rescapés de la Shoah, puis avec les Juifs qui ont été chassés manu militari des pays arabes, et enfin évidemment avec les Russes qui ont fui le délabrement de l'Union soviétique. Mais la plupart de ces Russes-là, comme je le dis dans l'article, voulaient aller aux États-Unis. C'est parce que les États-Unis n'ont pas donné de visa sur pression d'Israël qu'ils se sont rendus en Israël. Donc je pense que c'est l'immigration forcée, d'une certaine manière, qui à chaque fois est venue au secours de la démographie israélienne. Et dans le cas de Sarcelles et de Brooklyn, c'est bien de cela dont on parle. C'est la perspective d'une dégradation des conditions de vie, de la sécurité des Juifs qui vivent dans ces communautés. Désormais, maintenant, les responsables de ces communautés le disent ouvertement. Ils craignent véritablement pour l'avenir de ces communautés. C'est le cas à Sarcelles, mais c'est le cas aussi à Brooklyn, enfin plus généralement dans le judaïsme américain. Il y a un livre d'une journaliste du New York Times qui est sorti cet été, qui a fait beaucoup de bruit, où elle prédit la fin du judaïsme américain. Alors je ne dis pas bien sûr que ça va arriver, je ne dis pas que je le souhaite, je dis que c'est une possibilité, une éventualité qui est envisagée par les autorités israéliennes et qui changerait la donne du conflit israélo-palestinien.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé ces questions. En tout cas, ça nous fait regarder les choses d'un autre œil. Merci beaucoup Stéphane Amar. On peut bien sûr, pour en savoir plus, lire cet article sur Causeur. L'avenir de la Cisjordanie se joue à Sarcelles et à Brooklyn. À très bientôt Stéphane Amar. Merci Cathy, au revoir. Ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.